En Suède, comme au Québec, la majorité de la mortalité liée à la COVID-19 vient des centres d'hébergement pour aînés, les talons d'Achille de la politique gouvernementale. Pourtant, le Québec et la Suède ont adopté deux modèles complètement différents de gestion de la crise, le confinement versus l'immunité. D'emblée, la situation en Suède semble tout aussi difficile qu'ailleurs. La Commission européenne envisage que la Suède ne jouira d'aucun bénéfice économique en raison de sa stratégie d'immunité. Il anticipe une diminution de 6,1% du PIB cette année. La Riksbank, la banque centrale de Suède, va plus loin encore, estimant plutôt une diminution de 7 à 10%. Elle ajoute d'ailleurs que le taux de chômage devrait atteindre environ 10%. C'est que la chaîne d'approvisionnement des entreprises et du gouvernement suédois ne se limite pas à la Suède, donc elle subit nécessairement les impacts négatifs des difficultés des autres pays. Selon l'OCDE, les économies de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis devraient se contracter de 25% en un an. Or, le premier partenaire commercial de la Suède est l'Allemagne, et tous les autres partenaires importants sont aussi situés dans l'Union européenne. Et l'Union européenne, comme nous l'observions dans une autre capsule de 7 jours sur Terre, est déchirée par la gestion de la pandémie. La Suède, malgré ses efforts pour éviter le pire sur le plan économique, n'est pas isolée sur l'échiquier mondial. Le modèle suédois de gestion de la COVID-19 demeure controversé. Si on compare le nombre de décès, il s'est montré moins efficace que ses voisins scandinaves. Mais néanmoins, il s'est aussi montré plus efficace que certains autres États qui ont privilégié la stratégie de confinement. Le gouvernement suédois, contrairement à ceux de plusieurs autres États, a décidé de ne pas confiner sa population durant la pandémie. Il a émis certaines recommandations telles que le lavage de mains, la distanciation sociale et le télétravail pour ceux qui le pouvaient. Il a invité les aînés à éviter les contacts sociaux. Il a tout de même assumé quelques directives, interdiction des rassemblements publics de plus de 50 personnes et interdiction des visites dans les centres d'hébergement pour aînés. En fait, il a misé sur la responsabilité individuelle davantage que sur la contrainte collective. Ainsi, les commerces, les garderies, les écoles primaires et secondaires, les bars, les restaurants et les bureaux sont restés ouverts. En fait, les Suédois ont changé leurs habitudes, mais ils n'ont pas brisé complètement leur routine. Pour les détracteurs locaux de cette méthode, la gestion de la pandémie est tout simplement catastrophique. En date du 4 mai, il y avait 26 décès par tranche de 100 000 habitants. En comparaison, en Norvège, il y en avait 3,9, en Finlande, 4, au Danemark, 8 et aux États-Unis, 20. Mais un peu plus d'une semaine après, la Suède était rendue à 32, le Québec à 37, le Royaume-Uni à 49 et l'Italie à 51. Les détracteurs voudraient un resserrement des mesures de prévention. Ils reprochent au gouvernement de favoriser, sans l'assumer, le concept d'immunité collective. Ils soulignent qu'aucune preuve scientifique n'a prouvé qu'une personne infectée puis guérie soit nécessairement immunisée. Quelle est l'efficacité des anticorps? Pendant combien de temps sont-ils présents dans notre système immunitaire? Des questions qui restent encore sans réponse définitive. Cette théorie, selon les détracteurs, ne demeure donc encore qu'une hypothèse. Ainsi, ils dénoncent le laxisme et l'insouciance du gouvernement. À mots couverts, ils le tiennent responsable du taux élevé de mortalité. Le gouvernement a d'abord nié qu'il adoptait ce principe controversé d'immunité collective et a rétorqué que son approche visait plutôt à étaler la crise dans le temps afin d'éviter de surcharger le système de santé. Cela étant dit, plus récemment, l'épidémiologiste en chef du gouvernement suédois, Anders Tegnell, a fait des déclarations publiques qui montrent bien qu'il promeut une forme d'immunité, même si elle n'est pas totalement collective. Le scientifique estime que d'ici la fin du mois de mai ou la mi-juin, 40% de la population de Stockholm, la capitale, serait immunisée contre la COVID-19. Donc, quand la deuxième vague frapperait à l'automne, le nombre de cas et de décès serait réduit, et c'est là que la stratégie prendrait de son sens. Cependant, ne se fait pas d'illusions. L'immunité collective ne sera jamais atteinte. Pour qu'elle le soit, il faudrait que le virus ait cessé de se répandre. Ça impliquerait qu'une masse critique de la population ait été infectée et immunisée, naturellement ou par vaccination, et que le virus ne trouve plus de nouvelles hôtes à infecter. Pour l'épidémiologiste suédois, la COVID-19 est probablement là pour rester.
la stratégie alternative adoptée par plusieurs autres États qui voudraient que la propagation du virus soit endiguée, voire carrément freinée grâce au confinement jusqu'à l'élaboration d'un vaccin, lui apparaît donc mal avisée. D'une part, pour que le confinement soit réellement efficace, il exigerait des intrusions très autoritaires auprès de la population pendant une période de temps prolongée, et même là, rien ne serait garanti. D'autre part, le vaccin pourrait prendre des années à se développer avant d'être jugé apte à une vaccination de masse. Il pourrait ne pas avoir le taux de succès escompté, comme c'est souvent le cas pour les vaccins de grippe saisonnière. La Suède a donc misé sur une stratégie à long terme, en confrontant dès le début les enjeux auxquels les États qui déconfinent sont maintenant confrontés. C'est comme si elle avait sauté l'étape du confinement, en s'épargnant le pire des enjeux économiques, financiers et commerciaux. Les faillites, les licenciements, les controverses autour d'applications de traçage, les problèmes de santé mentale et les défis de réorganisation que ça implique. D'ailleurs, Michael Ryan, le directeur des programmes d'urgence de l'OMS, a déclaré que la Suède était un modèle pour les États qui procèdent au déconfinement de leur population. 3 universitaires, un politologue, une sociologue et un économiste ont récemment signé un article dont le titre expose clairement cette perspective. La stratégie de coronavirus de la Suède sera bientôt celle du monde. L'immunité collective est la seule option réaliste. La question est comment y arriver. Certains États ont déjà commencé à s'inspirer du modèle suédois. Le Chili, par exemple, met en place des passeports d'immunité. Ces passeports seraient comme une sorte d'attestation qui permettrait aux personnes déclarées guéries de la COVID-19 de se déconfiner plus rapidement. Le Québec aussi a exploré cette idée. François Legault, à la fin du mois d'avril, avait expliqué le concept d'immunité collective lors d'une de ses conférences de presse. Ceci dit, il a finalement préféré ne pas l'intégrer à son plan de déconfinement, relayant les incertitudes que nous avons déjà évoquées. Selon Goldman Sachs, la banque d'investissement américaine, quiconque voudrait imiter le modèle suédois devrait s'assurer que sa population présente une démographie similaire. La densité de la population suédoise est faible et les logements multigénérationnels sont peu nombreux. Par ailleurs, les Suédois sont généralement en très bonne santé. Il y a beaucoup de variables dans toute perspective d'immunité. Le pari de la Suède demeure que d'ici 1 an ou 2, sa stratégie s'avérera en rétrospective la meilleure. La population suédoise, jusqu'ici, endosse majoritairement la politique gouvernementale. Chose certaine, il est faux que le gouvernement suédois ne s'est pas soucié de la santé publique. Il faut bien admettre que le même objectif a été visé en Suède qu'ailleurs, la protection de la population. Au moment où le Québec et beaucoup de pays réfléchissent à leur modèle de déconfinement, on entendra certainement de plus en plus parler de l'exemple suédois. Comment les gouvernements du monde interpréteront l'expérience, seul le temps nous le dira. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre est un média 100% indépendant financé exclusivement par les contributions de ses membres. Si vous croyez que ces capsules sont importantes, vous pouvez nous aider en cliquant j'aime, en partageant avec vos amis ou encore mieux, en devenant membre exclusif pour seulement 3$ par mois. Vous aurez ainsi accès à une tonne de contenu secret, ainsi qu'à une capsule supplémentaire à chaque semaine. Et ça, c'est sans compter que vous nous permettez de produire encore plus de contenu québécois de qualité. Le tout se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement.